La Pologne est devenue ma deuxième patrie, sentimentalement, psychologiquement, par mon histoire, par l'histoire que j'ai vécue avec la Pologne héroïque des années 80, que j'ai vécue avec une intimité qu'on ne peut même pas imaginer, que je ne peux pas décrire, parce que c'était quelque chose de très, très fort, de très spécial, à la fois de très personnel et de complètement politique, enfin bon, un mélange. La première fois que je me suis rendu en Pologne, c'était au tout début des années 70. J'étais très jeune journaliste et j'étais allé là-bas avec un visa d'étudiant pour réaliser une interview de Léopold Trepper qui avait été pendant la guerre avec Zorge au Japon, la grande figure de l'espionnage soviétique de l'Allemagne nazie. Je suis arrivé avenue de Jérusalem, puisque c'est là qu'il habitait, en plein cœur de Varsovie. J'avais été très frappé que les gens n'avaient pas de boulet aux pieds, étaient tout à fait normaux. Alors, normaux, vêtus plus pauvrement, surtout les chaussures. C'est une chose qui frappait, que dans les pays d'Europe occidentale, bien entendu. On ne peut pas dire que les visages reflétaient une gaieté exubérante, mais bon, il y avait des jeunes couples d'amoureux qui se plotaient frénétiquement, il y avait des grands-mères avec leurs petits-enfants, il y avait une vie normale d'un pays comme un autre, encore une fois, plus pauvre, plus triste, ou moins joyeux. Mais ce n'était pas cette image des pays communistes que véhiculaient les films sur la guerre froide ou les films d'espionnage ou les films de Hitchcock. Cette image-là, en revanche, je l'ai trouvée 2 ou 3 ans plus tard en Roumanie. C'était absolument spectaculaire. Je veux dire, véritablement, la Roumanie de Ceausescu était un pays qui vous prenait à la gorge, ce qui n'était pas le cas de la Pologne. C'était la Pologne de Gierek, c'était la Pologne qui empruntait beaucoup d'argent, notamment à la France, mais aux pays d'Europe occidentale. C'était un pays qui ne vivait pas dans la misère. Dans les années 70, personne n'imaginait une sortie du communisme. Pourquoi? Parce qu'on se disait, il y a eu un partage du monde. Et donc, la Pologne ou la Hongrie appartiennent au bloc soviétique et resteront dans le bloc soviétique. Les Américains ne viendront pas nous défendre comme la cavalerie. Les Hongrois l'avaient appris à leurs dépens en 1956. Personne n'attendait la cavalerie américaine et personne n'attendait une armée de libération. Quand j'ai fait mes premiers reportages politiques là sur la Pologne, si je ne me trompe pas, c'est au moment de Radom et Ursus, enfin au moment où plutôt d'ailleurs les grèves, puis la création du comité de défense des ouvriers du corps par Jacek Kuron ont mené à l'amnistie des ouvriers grévistes qui avaient été très lourdement condamnés à la prison. Là, j'ai découvert autre chose, c'est-à-dire la réalité d'un pluralisme qui existait sous le communisme. C'était une chose tout à fait étonnante. Il y avait partout, dans tous les milieux, des discussions politiques au cours desquelles je peux vous dire qu'on ne couvrait pas le Parti communiste de louanges, si vous comprenez ce qu'est un understatement. Tout ça était absolument
voilà, ouvert, clair, évident. Je me souviens que la première fois que je suis allé chez Jacek Couronne, on a longuement discuté dans son petit appartement en rez-de-chaussée, près de la place de la Commune de Paris. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et à Joliborge, enfin à côté de Joliborge. Et puis on est sorti, il m'a raccompagné à l'arrêt d'autobus. Ah, je vais te montrer l'arrêt d'autobus. Et on sort, et il y a une vieille dame très très pauvre, vraiment très pauvre, presque une mendiante, je dois le dire. Mais en fait non, je pense pas que c'était une mendiante, c'était quelqu'un de très très pauvre, qui a arrêté Jacek, qui lui a pris la main, qui s'est penché, et qui lui a embrassé la main, en signe de reconnaissance, parce que il venait d'obtenir l'amnistie et la libération des ouvriers de Radom et Ursus. Et j'ai regardé Jacek, et je lui ai dit, mais ça vous arrive souvent, des choses comme ça? Alors, il était très embarrassé, très gêné, enfin, quand même une vieille dame qui lui embrassait la main comme s'il était un dieu vivant ou le tsar ou je ne sais quoi. Il dit non, mais je lui dis mais quand même. Il dit mais non, mais vous savez, les gens me connaissent, ils savent qui je suis. Je dis mais comment est-ce qu'ils savent que vous êtes? Jamais un journal polonais n'a publié votre photo. Non, mais vous savez, on parle beaucoup de moi, forcément, sur les radios occidentales, radios que tous les gens écoutaient, naturellement. Et puis voilà, et puis on disait, ben, c'est lui, c'est lui. Je me suis dit, oula, il se passe quelque chose dans ce pays. Et c'était 3 ans avant les accords de Gdansk, et la naissance de Solidarité, et bien des années avant la table ronde polonaise qui a précédé, il ne faut jamais l'oublier, qui a précédé de longs mois la chute du mur. C'est-à-dire que la Pologne est sortie du communisme bien avant la chute du mur. Ensuite, la grève commence. Je suis arrivé au chantier le soir, le soir, le samedi soir, et c'est dans la nuit du samedi au dimanche que les représentants des diverses entreprises en grève, parce qu'il n'y avait déjà beaucoup plus que le chantier qui était en grève, c'était toute la côte baltique qui était en grève, et de minute en minute, une usine se mettait en grève. Et donc il y avait les représentants du comité interentreprise de grève qui étaient là et qui élaboraient la liste des revendications. Et bon, ça c'est évidemment un souvenir absolument inoubliable parce que ça a commencé tout simplement par on met fin au régime communiste. Ce n'était pas formulé comme ça, mais enfin c'était ça, le pluripartisme, enfin, bref, la fin du communisme. Et les gens, les militants les plus politiques qui participaient à la réunion, des gens de l'opposition, des gens du corps de Gdansk, sont devenus absolument blêmes, et le responsable du corps à Gdansk, que je connaissais, a murmuré à côté de moi, mais ça va être Budapest. C'est-à-dire l'armée rouge va arriver. Et c'est ce que je pensais aussi. Je me disais, mon Dieu, oulalalala, ça va pas du tout. Et puis ce type du corps, Bogdan Borusewicz, pour ne pas le nommer, a pris la parole en expliquant que ça allait être Budapest, et qu'il fallait formuler des revendications que le parti ne puisse pas refuser. Et il donnait quelques exemples, le respect des conventions sociales internationales signées par la Pologne communiste. Alors bon, voilà, on revendique le respect d'une convention internationale sur le droit du travail qui prévoyait évidemment l'existence de syndicats libres. Alors ben voilà, mais ça, vous l'avez signé.
Alors ça, on peut le demander, parce que voilà. Et puis ensuite, naturellement, plus de liberté, la libération des prisonniers politiques. Bon, enfin, la liste des revendications. Mais la revendication principale, c'était évidemment le syndicat libre. Et il y avait là un ouvrier du chantier qui s'est levé après l'intervention du militant du corps et qui a sorti le texte qu'il avait en poche, le texte des accords sur le droit syndical signé par la Pologne socialiste dans le cadre du Bureau international du travail. Et c'était en polonais. C'était un document officiel du régime. Et là, les gens ont compris. Les gens ont compris. Et Wałęsa, qui avait appuyé les militants du corps avec une éloquence avec l'éloquence qu'on lui connaît, quand il a compris que les gens avaient compris et que voilà, le danger était passé, ben, s'est écroulé de sommeil. S'est écroulé de sommeil parce que ça faisait 48 heures qu'il ne dormait pas, ou plus d'ailleurs, je ne sais pas. Tout cela se tenait dans la salle de réception du chantier, pour les officiels, les clients étrangers, etc. Et alors il y avait des grandes tables avec des tapis verts, des machins, puis une très belle estrade avec un pupitre, un micro, et une statue de Lénine en pied. Et Lénine en pied qui marchait vers l'avenir radieux du communisme, naturellement. Et Wałęsa est tombé de sommeil au pied de Lénine. C'était absolument extraordinaire. C'était une scène absolument folle et tout le monde souriait, évidemment, ou riait sous cape, mais personne n'aurait pensé à le réveiller une seule seconde, parce que le malheureux avait vraiment besoin de ça. Ensuite, la scène que je n'oublierai jamais, c'est après la proclamation... non, d'ailleurs, avant la proclamation de l'état de guerre, j'ai assisté, dans des circonstances qu'il serait trop long de raconter, j'ai assisté à l'arrestation de tout l'état-major de solidarité au Grand Hôtel à Sopot, où ils logeaient tous, parce qu'il y avait une réunion à Gdansk, au chantier. Enfin, voilà. Le Grand Hôtel à Sopot, c'était celui où il y avait le plus de chambres, et donc ils étaient tous là-bas, et j'ai assisté à leur arrestation. J'étais là-bas avec Witek Julkowski, qui était le correspondant de l'agence de presse italienne ANSA, et puis mon assistant et interprète, qui allait devenir vice-ministre des privatisations et qui est aujourd'hui mort d'une crise cardiaque. Et nous étions 3, et nous assistions à une chose que le monde entier, la Pologne évidemment, ignorait: l'arrestation des cadres de Solidarność. Alors on est rentré sur Gdansk. Je me suis souvenu à ce moment-là que Geremek ne dormait pas au Grand Hôtel de Sopot, mais dormait à l'hôtel Evelius, où je dormais moi-même. Et donc je tambourinais pour le réveiller, l'avertir, etc. Et puis ensuite, je suis allé au chantier. Et là, il y avait des gens qui s'étaient réfugiés au chantier, des gens que je connaissais. Et j'ai entendu, je crois que c'était à 6 heures du matin, le général Jaruzelski a annoncé la proclamation de Stan Wojenny, de l'état de guerre. C'est difficile à dire, mais tout le monde pleurait, en silence. Et à ce moment-là, Anna Valentinovitch, qui avait été, dont l'arrestation avait provoqué le rebond de la grève, et on fait la grève, la vraie,
Anna Valentinovic est entrée dans la salle et m'a vu et elle m'a pris dans les bras et elle m'a dit « Ah, vous étiez là à la première heure et vous êtes là. » Ah, je vais chialer, hein. Et vous êtes là à la dernière. Ça a été évidemment très important, l'élection d'un pape polonais. L'élection d'un pape polonais dont le premier voyage a été dans sa patrie, qui est venu pour dire « Ne vous attaquez pas au régime. Construisez la Pologne. » Et ça a été le coup de génie de cet homme. Parce que il leur a dit à ses compatriotes, il leur a dit, mais entre les lignes évidemment, mais tout le monde comprenait très très bien ce qu'il disait. Il leur a dit, ne vous attaquez pas à ce régime. Construisez la Pologne. Construisez-la dans vos cœurs, dans vos âmes, dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. Faites vivre la Pologne. Et il a fait le tour du pays, de ville en ville, et c'était un voyage absolument christique. C'était une image absolument christique, en ce sens que les gens mettaient leurs pas dans les pas du pape. Et les foules qui le suivaient étaient absolument gigantesques, et quand les foules passaient devant un bâtiment officiel du régime, mais personne n'avait l'idée simplement de siffler, de huer, n'en parlons pas, de jeter une pierre, évidemment pas, mais simplement de siffler. Non, simplement on ignorait ce régime. Et ça a été la chose la plus terrible pour le communisme en Pologne. Tout simplement, le régime n'existait plus. Il n'était plus là. Il n'était plus là. Et c'était une chose absolument extraordinaire. Vraiment incroyable. Et je n'ai pas couvert parce que j'étais au Monde, au desk, et je coordonnais la couverture de Paris, etc. Donc je n'ai pas vécu la première visite. Enfin, je l'ai vécu, mais enfin, pas directement, pas physiquement. Mais en revanche, j'ai vécu, avec un souvenir très intense jusqu'à maintenant, la visite que le pape fait dans la Pologne de l'état de guerre. Et j'étais encore à Varsovie, j'étais encore correspondant. Et quand on apprend que le pape a accepté, voilà, il va venir. Mais les catholiques sont effondrés. Mais quelle erreur commet-il? Et est-ce qu'on ne lui a pas dit que s'il venait là pendant l'état de guerre, il allait reconnaître l'état de guerre, il allait reconnaître le général Jaruzelski, il allait reconnaître l'écrasement de Solidarité. Il y avait un doute gigantesque dans toute la population. Mais il ne faut pas qu'il vienne, il ne faut pas. Et puis il arrive. Et j'étais dans le pool à l'aéroport, donc tout près de l'avion. Il descend la passerelle, il embrasse la terre comme il le faisait dans tout pays qu'il visitait, et puis il se dirige vers les micros. Et je me disais, mais comme tous les Polonais, mais mon Dieu, que va-t-il dire? Mais que va-t-il dire? Et je craignais, comme tout le monde, une erreur, une reconnaissance de fait. Et il cite la Bible. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison. Et vous êtes venu à moi. Et on entend ça. Et il avait gagné. Il avait gagné.
il venait de dire devant un Jaruzelski décomposé, mon pays est en prison, mon pays est malade, je lui rends visite. Oh, il avait tout renversé. Jaruzelski était mort, politiquement mort. Il venait d'exploser en plein vol. Et ça, par le miracle d'un pape bonhomme, souriant, doux, bienveillant, citant la Bible. Il n'a pas dit un instant l'abomination de l'état de guerre, les espoirs brisés de mon peuple. Non, 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 non. Il a cité la Bible. Qui pouvait reprocher au pape de citer la Bible? Il fallait pas l'inviter. Il fallait pas l'inviter. Et là, j'ai suivi tout ce voyage du pape de ville en ville. Chaque homélie était absolument hallucinante. Je connaissais très bien l'abbé Opiella qui avait organisé, le jésuite polonais qui avait organisé la visite. Il est mort il y a quelques mois. C'était un grand ami. Bon, enfin bref. Et à Katowice, nous entendons le pape faire sortir de la Bible le droit au syndicat libre. Et c'était tellement hallucinant, la manière dont il avait tricoté ça, évidemment trituré les textes, mais c'était un tel talent, une telle évidence, et encore une fois, une telle bonhomie, une telle simplicité que je me tourne vers Opiella et je lui dis, écoutez, si l'homélie de demain est aussi forte, je me convertis. Et Opiella, tout de suite, là, m'attrape la main, attrape la proie dont il venait de se saisir, et me dit, Bernard, l'homélie de demain, je l'ai lue, et vous l'avez dit. J'ai été parjure. Je ne me suis pas converti, mais effectivement, l'homélie du lendemain était, comme chaque jour, encore plus forte que celle de la veille. C'était incroyable, absolument incroyable. Il prenait l'histoire d'une sainte polonaise dont personne, pas même le plus catholique, le plus fervent des Polonais n'avait jamais entendu parler. Et il racontait l'histoire de cette sainte. Et tout le monde comprenait. Et tout le monde comprenait tout, sans qu'il n'ait jamais besoin de dire quoi que ce soit. C'était cette manifestation de cette intelligence, de ce génie politique collectif. J'ai connu une Pologne, c'est pour ça que je l'ai tellement aimée, que je l'aime jusqu'à maintenant, à ce point. J'ai connu une Pologne d'une intelligence politique stupéfiante. Stupéfiante. Je veux dire, mais tout le monde comprenait ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et les gens n'ont jamais déconné. Les gens ont été des joueurs d'échecs. Incroyables. Incroyable. Mais personne n'avait besoin de leur dire. Tout le monde comprenait. Tout le monde, d'instinct, non, d'intelligence. Une intelligence collective en action, c'est une chose magnifique, surtout quand elle finit par gagner. Il y a eu, à l'époque, entre la France et la Pologne, une histoire d'amour absolument incroyable. Absolument incroyable. Je ne sais pas si je dois le dire, mais je pense que mes papiers y ont beaucoup contribué. Mais ils n'étaient pas les seuls, évidemment pas. Évidemment pas. Parce que la France
se souvenait très fortement du printemps de Prague et de l'écrasement du printemps de Prague, parce qu'il y avait une hostilité au système soviétique et à l'URSS, et que l'invasion de l'Afghanistan avait encore ravivé quelques mois plus tôt. La France, intellectuellement et politiquement, était en train de basculer d'un compagnonnage révérencieux avec le communisme à une hostilité virulente. Mais c'est paf, c'était comme ça, un mouvement de bascule absolument incroyable. Et puis c'était la Pologne. Et soudain des trucs remontaient dans la tête de tous ces Français qui avaient appris à l'école vive la Pologne, monsieur, qui avaient appris la résistance polonaise, qui avaient appris mille choses, et mille choses qui se résumaient en vérité à une chose essentielle, c'est que, historiquement parlant, la France et la Pologne avaient toujours été extrêmement proches. Les premières rencontres, c'était la CFDT qui a été à l'avant-garde. Les autres syndicats ont suivi ensuite, mais avec un décalage dans le temps. La CFDT était présente dès la grève du chantier naval. Par un de ces cadres qui avait apporté le fruit d'une collecte faite dans les usines par la CFDT pour soutenir Solidarité. Alors, il ne faut pas oublier que la CFDT était issue du syndicalisme chrétien en France, catholique, et de la CFTC. C'était une scission majoritaire, naturellement, très majoritaire, mais c'était une scission de la CFTC. Et donc, tous ces gens étaient, d'ailleurs, sont jusqu'aujourd'hui, marqués par l'Action catholique ouvrière, et l'étaient énormément à l'époque. Ensuite, Force ouvrière, syndicat, laïque, Troisième République, tout ce que vous voulez, etc. Alors là, évidemment, le gap était beaucoup plus grand, bien sûr. C'était des bouffeurs de curés qui rencontraient des gens qui allaient à la messe certainement tous les dimanches et parfois tous les matins. Avec la CGT, c'était très étrange. Très étrange, parce que les gens de la CGT qui arrivaient étaient fascinés par la force de ce mouvement ouvrier. Alors en même temps, ils n'étaient pas tout à fait à l'aise, ni avec le catholicisme, ni avec l'anticommunisme, ni avec tout... Mais ils étaient fascinés par ce mouvement ouvrier, et par sa force. Et puis, comment dire, pénétrer dans le chantier naval, c'était pénétrer... Dans une image d'Épinal du mouvement ouvrier. C'était ces prolos, comme ça, trapus, musclés, la moustache, les vestes molletonnées de chantier, parce qu'il faisait un froid sur ce chantier. Mon Dieu, quand j'y repense, j'en ai les cheveux qui tombent, mais et les dents. Mais et donc c'était véritablement l'image d'Épinal du mouvement ouvrier. D'ailleurs, c'est ça qui a fait tellement de mal au communisme avec Solidarité. C'était le mouvement ouvrier tel que le dessinait le réalisme socialiste. Qui se dressait contre le régime. Ça a été ravageur. La simple existence d'un syndicat libre dans le bloc soviétique, mais a signalé à l'ensemble des peuples du bloc que c'était la fin. Alors, la fin, personne n'imaginait que ça allait se produire 9 ans plus tard. En 89, on était en 80,
Mais personne, et surtout pas moi, enfin pas même moi, personne, moi compris, voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Personne n'imaginait que ça allait aller si vite, et d'une manière aussi radicale, définitive, comme ça, clac, la page se tourne. Mais que c'était la fin, nous étions plusieurs, je dirais pas beaucoup, mais nous étions plusieurs à en être absolument convaincus, et quand le général Jaruzelski a proclamé l'état de guerre, on était, nous les correspondants étrangers, obligés de soumettre nos papiers à la censure, ce que j'ai toujours refusé de faire. Je n'ai jamais soumis un papier à la censure, et donc toutes les 2 fois par semaine, il y avait une valise diplomatique française qui partait. Je bourrais la valise diplomatique française de papier que Le Monde publiait en paquet. Et puis je suis arrivé 15 jours après à Paris, et là j'ai pu faire 2 très très longs papiers sur ce qui se passait en Pologne, et le thème de ces 2 papiers était « Ils ne réussiront pas ». Et là je me suis heurté à une grande incompréhension, une grande sympathie. Beaucoup de gens se disaient « mais il a tellement aimé Solidarité, il a tellement aimé cette révolution polonaise qu'il ne peut pas admettre que la Pologne va connaître le sort de la Tchécoslovaquie après 68, la normalisation. » Et j'étais fou de rage que les gens ne comprennent pas que précisément ce n'était pas la Tchécoslovaquie, qu'on ne pouvait pas écraser ce mouvement, qui était beaucoup trop profond et qui datait, j'allais dire, de 56, oui, largement de 56, puis des grèves et des émeutes sur la côte baltique, de 68 avant, le grand mouvement étudiant en Pologne, et puis ensuite Radom et Ursus, et puis ensuite Solidarité, et puis le poids de la résistance catholique, et tout ce qu'on veut. Mais il fallait remonter beaucoup plus loin, en vérité. Il fallait remonter au 19e, quand la Pologne avait été rayée de la carte par les empires centraux, mais que la Pologne continuait d'exister par sa culture, par sa résistance obstinée, silencieuse, obstinée, mais tellement efficace. Et puis il fallait surtout comprendre que si il avait fallu organiser, pour briser Solidarité, l'état de guerre en Pologne, c'est parce que l'Union soviétique ne pouvait plus envahir la Pologne. L'Union soviétique venait d'envahir l'Afghanistan. Ça lui avait coûté très très cher, en argent bien sûr, mais c'est pas ce à quoi je pense. Elle avait coûté politiquement très cher. Elle avait perdu, mais d'un coup, tous ses alliés du tiers-monde, tous ses alliés du mouvement, alliés ou sympathisants, enfin, du mouvement des non-alignés. Elle s'était retrouvée totalement isolée, cette Union soviétique, y compris d'ailleurs, de ce qu'on appelait à l'époque les démocraties populaires, c'est-à-dire des pays communistes d'Europe centrale qui étaient effarés. Les dirigeants d'Europe centrale étaient effarés, les dirigeants communistes d'Europe centrale étaient effarés par l'erreur politique que ce gâteux de Brejnev venait de commettre. Et je peux vous le dire parce que j'ai eu des confidences organisées, naturellement, de gens du comité central hongrois et du comité central polonais à l'époque, et dont j'ai fait des papiers du Monde, d'ailleurs, c'était pas secret, parce que ces gens-là voulaient que ça se sache, d'ailleurs. Et donc, on voyait bien que c'était la fin, mais la fin aussi brutale, ça vraiment, je ne l'ai jamais imaginé. Je ne l'ai jamais imaginé, jusqu'au moment, naturellement, où je me suis retrouvé en URSS comme correspondant du Monde,
parce que j'avais quitté la Pologne pour les États-Unis de Reagan, et j'avais quitté les États-Unis de Reagan pour l'URSS de Gorbatchev, et vu de Moscou, il était évident que c'était la fin. Alors là, oui, 88, bien sûr, j'ai écrit au printemps 89, donc 6 mois avant la chute 6 ou 8 mois avant la chute du mur, une série de papiers, 3 ou 4 papiers, 3 papiers, pour Le Monde, qui était titré « La mort du soviétisme ». Là aussi, je me suis heurté, comme après le coup d'État de Jaruzelski, à un scepticisme. Mais non, on ne revient pas du communisme, etc. Mais écoutez, arrêtez de dire qu'on ne revient pas du communisme, parce que le communisme n'existe plus, tout simplement. Alors on revient forcément de quelque chose qui n'existe plus. Et puis de toute manière, arrêtez de dire... il n'y a pas de retour, etc. Mais même l'Empire romain s'est écroulé. Enfin, pourquoi est-ce que le communisme ne s'écroulerait pas? Arrêtez. Chez les gens les plus anticommunistes, et Dieu sait que je l'étais d'ailleurs, il y avait une participation à cette mythification communiste du communisme. C'était une chose tout à fait étrange. Les pires adversaires du communisme avaient fini par croire ce que racontaient les communistes, à savoir que c'était la fin de l'histoire. Que c'était, voilà, le paradis terrestre, et que donc on ne revient pas du paradis terrestre. Bien sûr que non. C'était très étrange. Alors, vous leur disiez, mais écoutez, écoutez ce que dit Gorbatchev, c'est pas moi qui le dis. Il dit que plus rien ne fonctionne et qu'il faut tout changer. Si ça s'appelle pas la fin du communisme, ça s'appelle comment? C'est quoi? Eh bien, les gens ne l'entendaient pas. Il y avait une résistance formidable à cette idée. Je ne peux pas dire que j'ai trouvé, et que je trouve depuis 30 ans, la Pologne d'aujourd'hui à la hauteur de la Pologne des années 80, de la décennie des années 80. Non, la Pologne est devenue un pays comme les autres. Et souvent, au début des années 90, je me disais, mais mon Dieu, mais ce pays que j'ai connu tellement singulier, tellement héroïque, tellement magnifique, tellement intelligent, mais pourquoi est-il aussi bêtement banal que tous les autres pays? Ça me rongeait. Ça ne me ronge plus du tout. Parce que je suis arrivé à la conclusion très rapidement que le droit à la banalité était sans doute l'un des droits de l'homme les plus fondamentaux. On a le droit d'être bête. On a le droit de ne pas être aussi héroïque qu'on l'a été. On a le droit de ne pas être aussi collectivement, magnifiquement intelligent qu'on l'a été dans des périodes d'exception. Les Polonais ont oublié très très vite, beaucoup trop vite, avec une ingratitude absolument incroyable, ce qu'avait été le soutien politique de la France à Solidarité. Mais il faut aussi comprendre que toutes les grandes entreprises françaises, juste après la table ronde et la thérapie de choc, s'étaient ruées en Pologne pour racheter les grandes entreprises. Et que soudain, la France était devenue, dans l'imaginaire polonais, le patron. Et la première fois que je suis... non, ce n'était pas la première fois que je retournais en Pologne après l'avènement de la démocratie, mais en 92 ou 13, quand j'ai réalisé que la France, c'était le patron, et le patron exploiteur, le patron capitaliste, rapace,
qui licenciait à tour de bras. Aussi ça explique beaucoup de choses dans le sentiment anti-français, parce que oui, c'est une réalité qui s'était développée à cette époque-là. Et voir la France regardée de cette manière, c'était une chose très pénible pour moi. Bon, ça a évolué considérablement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, même avec ce gouvernement du PiS. Certainement pas avec l'opposition. Mais les Français regardent trop aujourd'hui la Pologne comme un pays réactionnaire. J'en ai marre d'entendre ces clichés sur la Pologne. Pour moi, me promener dans les rues de Varsovie aujourd'hui et voir cette jeunesse qui est tellement néerlando-scandinave, à vélo, très babacool, très sympathique. Enfin, il m'énerve un peu, mais enfin bon, d'accord, comme tous les gamins peuvent être énervants. Mais ils sont tous, sauf que l'image que l'on peut avoir de la Pologne aujourd'hui à cause de la majorité politique. Et donc je me dis que quand même Jacek, Bronek, Tadeusz ne se sont pas battus pour rien. Au contraire. Parce que ces enfants sont les leurs, ces gamins sont leurs enfants. Ce sont vraiment les enfants de la dissidence polonaise, les enfants de la liberté polonaise. Et c'est toujours pour moi un bonheur absolument incroyable de parler avec eux, même quand ça m'est arrivé plus d'une fois. Ils me disent brusquement, mais je crois que vous avez très bien connu mon grand-père. Ah oui, comment s'appelle-t-il? Oui, ça oui, en effet, je l'ai très très bien connu. Oui, il m'a souvent parlé de vous. Oui, voilà, j'ai l'âge de leur grand-père. En fait, d'ailleurs, je n'ai pas l'âge de leur grand-père. J'ai 20 ans de moins que leur grand-père. Mais je suis, politiquement parlant, de la génération de leur grand-père. Et alors bon, voilà, je les retrouve, ils sont dans des mouvements politiques qui, en France, m'agaceraient au plus haut point, dont je ne partagerai pas du tout les idées, mais là-bas, je les trouve merveilleusement sympathiques.